Ancêtres par Auguste Derleth sur une idée de Howard Phillips Lovecraft. Quand mon cousin, Ambrose Perry, un robuste quinquagénaire, abandonna la pratique de la médecine, c'était encore un homme relativement jeune, au teint coloré. Il avait soigné à Boston une clientèle très lucrative. Il aimait, certes, et beaucoup, son travail, mais il était quelque peu enclin à le délaisser pour se consacrer à des théories bien à lui. Individualiste, il n'en imposait pas la démonstration à ses confrères, les estimant trop attachés à des méthodes plus orthodoxes, trop timides pour s'engager dans des expériences personnelles sans l'assentiment préalable de l'association de médecins américains. Ambrose avait tendance à les regarder de haut. Cosmopolite dans toutes les acceptations du terme, il avait beaucoup étudié en Europe, à Vienne, à la Sorbonne, à Heidelberg, et voyagé un peu partout. Et cependant, au sommet d'une brillante carrière, il alla s'enterrer avec la plus vive satisfaction dans un trou désert et quelque peu sauvage du Vermont. Il vivait presque en reclus, dans la maison qu'il avait fait construire au milieu d'une épaisse forêt, et équipée d'un laboratoire aussi complet que peut procurer sa fortune. Pendant 3 ans, on ne lut rien de ses activités, ni dans la presse, ni dans sa correspondance privée avec des parents ou des amis. Je fus donc considérablement surpris lorsque je reçus une lettre de lui. Elle m'attendait au retour de mon séjour en Europe. Il me demandait de venir, si possible, passer quelque temps près de lui. Avec mes regrets, je répondis que je devais avant tout m'occuper de me trouver une situation. J'exprimai ma satisfaction d'avoir de ses nouvelles et l'espoir que je pourrais un jour profiter de son invitation, aussi aimable qu'inattendue. Il me répondit par retour de courrier, me proposant de devenir, avec de gros appointements, son secrétaire. Ce terme de secrétaire signifia aussitôt pour moi qu'il me demanderait non seulement de prendre des notes sous sa dictée, mais de faire exactement tout dans la maison. Attiré, peut-être, autant par la curiosité que par l'attrait d'appointements généreux, j'acceptai sur le champ, tant je craignais qu'il revînt sur sa décision. Dans le courant de la semaine, j'arrivai à la maison de mon oncle. C'était une demeure pleine de coins et de recoins, construite dans le style des fermes hollandaises en Pennsylvanie, mais avec un seul étage couronné de pignons aigus et de toits aux pentes raides. Mon cousin avait eu beau m'envoyer des instructions fort précises, j'eus du mal à trouver sa propriété. À 10 miles du plus proche village, un hameau du nom de Tyburn. De plus, la maison était tellement en retrait d'une route peu fréquentée, le sentier qui y menait était si étroit, que je me demandais un moment si je ne l'avais pas dépassé, dans ma hâte d'arriver à l'heure convenue. Un berger allemand, des plus éveillés, gardait les lieux. Il était enchaîné, mais sûrement pas méchant. Sans me perdre de vue, il ne gronda pas, il ne fit pas mine de s'élancer vers moi lorsque j'allais sonner à la porte. Je fus littéralement choqué en revoyant mon cousin. Il était mince, émacié. Le gaillard au teint coloré que j'avais connu presque 4 ans plus tôt s'était évaporé, remplacé par une pure et simple caricature de ce qu'il avait été. Sa robuste vigueur semblait, elle aussi, avoir tristement fondu. Mais sa poignée de main était toujours ferme et franche, son regard perçant. « Bienvenue, Henri !» s'écria-t-il à ma vue. « Rouquin lui-même semble nous avoir vus arriver avec plaisir. Il n'a pas aboyé. » À l'énoncé de son nom, le chien bondit de toute la longueur de sa chaîne, en remuant la queue. « Entrez donc. Vous garerez votre voiture plus tard. » J'obéis. Le mobilier n'avait rien de féminin, certes. Je lui trouvais même une apparence austère. Le repas était servi. J'appris que, loin de m'avoir engagé comme factotum, mon cousin avait à son service une cuisinière et un homme à tout faire, qui vivait au-dessus du garage. Il n'avait pas l'intention de me demander autre chose que m'occuper de transcrire ses notes et classer les résultats de ses expériences. Car il se livrait à des expériences. Il tint à m'en informer d'entrée, quoiqu'il ne me révélât rien sur leur nature. Au cours du repas, où je fis la connaissance d'Edward et de Meta Reed, le couple chargé de l'entretien de la maison et de celui du jardin, Ambrose ne me parla que de moi, de ce que j'avais fait et de ce que je comptais faire. À 30 ans,
me rappela-t-il, il est grand temps de se choisir un avenir. C'est tout à fait par hasard, lorsque j'en vins à prononcer leur nom, qu'il me demandait des nouvelles des autres membres de la famille, comme toujours extrêmement dispersés. Mais j'avais l'impression que c'était pure amabilité, rien de plus. Je ne crois pas qu'il s'intéressait vraiment à mon avenir. Et pourtant, il m'assura être disposé, si je voulais embrasser la carrière médicale, à assumer les frais de mes études jusqu'à ma thèse. Mais ce n'était sûrement que politesse, dont il tenait à se libérer au plus tôt, car enfin, c'était la première fois que nous nous rencontrions depuis des années. Or, tout me laissait à penser que les sujets qu'il avait lui-même attaqués l'agaçaient. Mon zèle à lui répondre l'impatientait, et il s'en voulait d'avoir cédé aux nécessités d'une situation conventionnelle, entraînant des questions qui lui étaient tout à fait indifférentes. Les Reed, le mari et la femme, l'obéissance même, parlaient peu. Non seulement Madame Reed avait préparé le dîner et à le servir, mais ils étaient visiblement habitués à vivre de leur côté, même s'ils mangeaient à la table de leur employeur. Ils grisonnaient tous les deux, et trouvaient cependant moyen d'avoir l'air plus jeune qu'Ambrose. Il ne présentait aucun signe de la dégradation physique qui l'avait attaqué. Le repas se poursuivit en un silence rompu seulement de temps à autre par l'échange de quelques propos entre Ambrose et moi. Les Reed partageaient le repas, sans servilité, mais affectaient le masque de l'indifférence. 2 ou 3 fois, je remarquai cependant qu'à certaines paroles de mon cousin, ils échangèrent des regards incisifs et rapides, mais c'était tout. Ce n'est quand nous nous fûmes retirés dans le bureau d'Ambrose qu'il aborda le sujet occupant à lui seul toute sa pensée. Ce bureau communiquait avec le laboratoire, si sur l'arrière de la maison. L'ensemble cuisine-salle à manger occupait le centre et les chambres à coucher, curieuse disposition, se trouvaient du côté de la façade. Une fois dans le confortable bureau, Ambrose se détendit un peu, mais sa voix se mit à trembler, pleine d'une excitation croissante. « Vous ne devinerez jamais dans quel sens j'expérimente, Henri. Depuis que j'ai abandonné la clientèle, commença-t-il, et je m'étonne de mon imprudence à vous en parler. Je ne le ferais pas si je n'avais pas besoin de quelqu'un pour m'aider. Mais maintenant que je suis sur le chemin de la réussite, je dois penser à la postérité. J'ai fait, en bref, des tentatives couronnées de succès pour reconquérir sur l'oubli le cours de mon passé. Étant descendu jusqu'aux coins et recoins les plus infimes de ma mémoire, rien que ma mémoire, à moi, je suis maintenant convaincu que, par les mêmes méthodes, je peux étendre ce processus à ma mémoire ancestrale et recréer les démarches de l'hérédité. Je vois à votre expression que vous ne me croyez pas. Au contraire, je suis confondu par les perspectives que vous ouvrez, répondis-je, tout à fait sincère. Mais je n'ajoutais pas que, en même temps, je me sentis traversé par je ne sais quel affreux pressentiment. Ah, très bien, très bien. Entre nous, je crois que j'ai vivement contrarié les Reed. Ils n'apprécient pas les moyens que je dois utiliser pour me mettre en état d'explorer constamment le passé. Ils considèrent toute expérimentation sur la créature humaine comme fondamentalement païenne et piétinant des plates-bandes interdites au public. J'eus la tentation de lui demander des éclaircissements sur les 10 moyens, mais je pensais qu'il y viendrait de lui-même quand il le jugerait bon. Sinon, il ne répondrait à aucune question. Il y arriva d'ailleurs aussitôt. J'ai découvert qu'un amalgame de drogue et de musique, mis en œuvre au moment où le corps est en état de quasi-initiation, vous place dans l'état mental nécessaire pour rappeler à soi le passé. Les facultés sont exaltées jusqu'à un tel niveau que la mémoire est reconquise. Je peux vous révéler, Henri, que j'ai atteint les résultats les plus étranges, les plus remarquables. Je suis remonté jusqu'à des souvenirs prénatals, si incroyables que cela puisse paraître. Il parlait avec passion, les yeux étincelants, la voix tremblante, positivement électrisé, et des drogues n'y étaient pour rien. Il pensait déjà à ses recherches alors qu'il pratiquait encore la médecine. Il avait mis au service de son ambition des ressources considérables et il semblait être arrivé à quelque chose. C'est tout ce que j'étais prêt à admettre, quoique avec la plus extrême prudence. En effet, c'étaient ces expériences qui avaient miné son état physique, les drogues et la malnutrition qui l'avaient fait fondre. Il était sous-alimenté, avec tant d'applications, et si souvent que non seulement il avait perdu ses kilos en excès, mais qu'il avait au péril de sa santé maigri au-delà de toute raison. En l'écoutant parler, je ne pus m'empêcher de constater qu'il était la proie fanatique d'une idée fixe.
Aucune de mes objections ne pourrait le toucher ni le faire dévier de la route qui s'était tracée. Il avançait, les yeux fixés vers un but fantastique, et il ne permettrait à rien ni à personne de l'en détourner. « Vous transcrirez les notes que je prends en sténo, » continua-t-il. « Bien sûr, je les ai conservées. Certaines ont été rédigées en état de transe, comme si j'étais possédé par quelque esprit qui m'aurait guidé la main. C'est absurde, évidemment. Ces notes sont classées chronologiquement, en remontant le temps jusqu'à celui qui a précédé la date de ma naissance. Je suis occupé maintenant à explorer ma mémoire ancestrale. Vous verrez où j'en suis arrivé quand vous aurez eu le temps d'examiner et de transcrire quelques données que j'ai couchées par écrit. » Là-dessus, mon cousin parla d'autre chose, s'excusa bientôt et disparut de son laboratoire. Il me fallut une bonne quinzaine pour assimiler les notes d'Ambrose et les recopier à la machine. Elles allaient beaucoup plus loin qu'il me l'avait laissé entendre, et elle apportait avec elles des révélations inquiétantes. J'avais toujours considéré Ambrose comme un exalté, mais j'étais persuadé maintenant qu'il y avait une bonne dose de déraison dans son entreprise. Rien ne justifiait son acharnement à atteindre le but. Il ne pourrait jamais prouver de façon irréfutable qu'il y était arrivé, et sa réussite n'améliorerait en rien le sort de l'humanité. Tout me semblait aux limites d'un entêtement fanatique et de l'irrationnel. Ce n'était pas tant les découvertes qu'il pourrait faire en prospectant sans cesse sa mémoire qui l'intéressait que l'expérience en soi. De toute évidence, ce qui avait pu être à l'origine une distraction de savant avait tourné à l'obsession, à tel point que tout passait après elle, même la santé. Et c'était assez affligeant. Mais il me fallait bien admettre que le contenu des notes était parfois tout à fait stupéfiant. Il était absolument certain que mon cousin avait trouvé quelque moyen de puiser dans le cours de sa mémoire. Il avait établi, sans discussion possible, que tout ce qui arrive à un être humain est enregistré dans un compartiment de son cerveau. Il suffisait de retrouver le chemin de cet entrepôt de la mémoire pour ramener les souvenirs au jour de la conscience. Avec l'aide des drogues et de la musique, il était remonté si haut dans son passé que l'ensemble de ses notes dressait de lui une biographie complète et précise. Elle n'était ni altérée ni encombrée de tous les faux-semblants. Ses songes de désirs satisfaits, ses autosatisfactions qu'on s'accorde à son moi pour le consoler, les réalités décevantes de l'existence. Remonter si loin dans le cours de la vie de mon cousin était indéniablement fascinant. Dans les années plus proches de nous, les notes faisaient état de gens que nous avions connus tous deux. Mais bientôt, les 20 ans qui nous séparaient ne tardaient pas à devenir évidents. Sa mémoire concernait alors des gens dont j'ignorais le nom, et des événements à quoi je n'avais pas été mêlé, même indirectement. Les notes étaient particulièrement significatives, en ce qu'elles faisaient apparaître les pensées dominantes de mon oncle pendant sa jeunesse et son adolescence, les thèmes qui n'avaient jamais été absents de sa pensée. Discuter passionnément avec de Lesseps sur la source originelle. Le lien avec le chimpanzé est trop récent. Poisson, au début, c'était une trace de son passage à la Sorbonne et à Vienne. L'homme n'a toujours vécu dans les arbres, dit Van Widersen. D'accord, on peut penser qu'il nageait. Quel rôle, s'il en avait un, jouaient les ancêtres de l'homme au temps des brontosaures? Certaines de ces notes, beaucoup plus détaillées, étaient parsemées de détails prosaïques. Elle mêlait à des souvenirs des soirées dans le monde, des amourettes, un duel d'adolescents, des différends avec ses parents, tout ce qu'il peut y avoir de banal dans la vie d'un homme. Mais la pensée déterminante de mon cousin ne l'avait jamais quitté. Et cela depuis bien longtemps, ses premières années en témoignaient déjà. À l'âge de 9 ans, il avait demandé à notre grand-père de lui expliquer l'arbre généalogique de la famille, et ce qu'on y trouvait avant l'établissement de l'état civil. On ne voyait aussi que trop, dans ses notes, les conséquences des sévices qu'il s'infligeait dans l'intérêt de ses expériences harassantes. Depuis le jour où il avait entrepris de noter ses souvenirs, son écriture n'avait cessé de se détériorer. Cela semblait lié au fait qu'il remontait le temps jusqu'à son enfance, jusqu'aux ténèbres du sein maternel, et y était retourné, à moins que ses notes ne fussent que pure et simple invention. Cette modification dans l'écriture suivait la marche de la courbe du temps. Cette notion m'apparaissait tout aussi fantastique que la certitude de pouvoir remonter le cours de la mémoire héréditaire, puis ancestrale. Pour mon cousin, elle impliquait toutes deux la mémoire de générations d'ascendants, tels que les gènes et chromosomes se la transmettaient
depuis les origines. Je suspendis néanmoins mon jugement pendant que je classais les notes. Nous n'en parlions pas, sauf quand je n'arrivais pas à déchiffrer un mot. À la relecture, lorsqu'enfin elle fut terminée, je trouvai la transcription convaincante, impressionnante aussi. Je l'attendis à mon cousin, dans des sentiments ambigus. Je n'y croyais pas tout à fait. Il demanda « Êtes-vous convaincu ?» J'admis « Jusqu'au point où vous en êtes arrivé, oui. »« Vous verrez, » répliqua-t-il. J'entrepris de lui faire des remontrances sur la contention forcenée avec laquelle il poursuivait son fantasme. Pendant les 2 semaines qu'il m'avait fallu pour comprendre et taper ses notes, son régime avait nettement dépassé les bornes du raisonnable. Il avait pris si peu de nourriture et si peu dormi qu'il était devenu encore plus maigre, si possible, plus squelettique qu'au jour de mon arrivée. De longues heures sans en sortir, il était resté cloîtré dans son laboratoire. En vérité, pendant cette quinzaine, nous ne fûmes souvent que 3 à table. Les mains d'Ambrose montraient une propension au tremblement. Sa bouche semblait atteinte d'une légère paralysie. Ses yeux brillaient au feu de sa monomanie. Il n'y avait à ses yeux plus rien d'autre au monde. Je n'avais pas accès au laboratoire. Mon cousin n'aurait pas été ennemi de me le faire visiter, mais il avait besoin de la solitude la plus totale lorsqu'il se livrait à ses expériences. Il n'avait pas non plus l'intention de noter avec précision les drogues dont il se servait. J'ai de bonnes raisons de croire que la cannabis indica, ou chanvre indien, était un des instruments des tortures qu'il s'infligeait, à la poursuite d'une chimère démente. Il cherchait le jour, la nuit, sans trêve. Je le voyais de moins en moins. Il était toutefois resté plus longtemps avec moi cette nuit, où je lui remis finalement la mise au net de ses notes. Il relut chaque page avec moi, effectua des petites corrections, des additions et, en général, améliora le récit tel que je l'avais transcrit. Il était évident qu'une nouvelle frappe serait nécessaire. Mais à quoi bon si je ne devais pas l'aider dans le cours réel de ses expériences? Mon cousin avait une autre liasse de notes, toute prête à être tapée, quand j'aurais fini la première. Ces notes-là ne concernaient pas ses souvenirs personnels, mais remontaient bien plus haut dans le temps. C'étaient des souvenirs de ses parents, de ses grands-parents, leurs ancêtres. Ils étaient d'ordre général, alors que ses propres souvenirs étaient d'ordre particulier. Mais on entrevoyait toutefois un tableau bien surprenant de la famille avant la génération même d'Ambrose. Il y avait les réminiscences de grands cataclysmes, de vastes événements de l'histoire, des premiers âges de la Terre. Je n'aurais jamais cru qu'un homme pût réaliser de telles récréations du passé. Pourtant, elles étaient là, indéniables, impressionnantes et inoubliables. C'était une réussite, s'il en fut. J'en étais bien convaincu maintenant, il ne s'agissait pas de simulation. Cependant, je réservais encore mon jugement sur Ambrose, alors qu'il n'eût pas toléré, lui, le moindre doute sur le bien fondé de son entreprise à laquelle il était de plus en plus fanatiquement attaché. Je copiai ce second jeu de notes aussi scrupuleusement que le premier. J'ai fini en quelques jours et lui remis la nouvelle transcription. « Pas la peine de douter de moi, Henri, » dit-il avec un sourire de mauvais augure. « Je le vois dans vos yeux. Qu'aurais-je à gagner à faire œuvre d'imagination? Je ne suis pas homme à me mentir à moi-même. Je n'ai pas qualité pour en juger, Ambrose. Peut-être même pas pour croire ou ne pas croire. C'est assez bien dit, m'accorda mon cousin. Je le pressai de m'instruire de ce que j'allais avoir à faire, mais il me suggéra d'attendre qu'il ait besoin de moi. Cela me donnerait le temps d'explorer les bois ou de vagabonder dans la campagne. Ces projets ne se réalisèrent pas, car d'autres événements survinrent. Cette nuit même m'engagea sur une nouvelle voie bien différente. J'en avais fini avec le recopiage fastidieux des notes de moins en moins lisibles. En effet, au milieu de la nuit, Reed vient me réveiller. Ambrose désirait que je le rejoigne au laboratoire. Je m'habillai et descendis aussitôt. Je trouvai Ambrose allongé sur une table d'opération, enveloppé dans son habituelle robe de chambre gris souris. Il était plongé dans une demi-stupeur, pas assez profondément toutefois qu'il ne me reconnut. « Il est arrivé quelque chose à mes mains, » dit-il avec effort. « Je ne suis plus à la hauteur. Voulez-vous noter tout ce que je pourrais dire ?»« Que se passe-t-il » demandai-je. « Une paralysie passagère des nerfs, peut-être, ou une crampe musculaire, je ne sais pas. Demain, ça sera fini. »« Parfait, dis-je. Je suis prêt. » Je pris son bloc et son crayon et attendis.
L'atmosphère du laboratoire, peu éclairée, sauf par une lampe basse qui versait sur la table d'opération une lumière rouge, était étrange et fantasmagorique. Mon cousin ressemblait beaucoup plus à un cadavre qu'à un homme sous l'influence de la drogue. De plus, un électrophone jouait dans un coin. La chambre baignait dans les notes basses et discordantes du Sacre du printemps de Stravinsky. Allongé, immobile, mon cousin, enfoui dans le sommeil profond de la drogue, resta d'abord silencieux. J'aurais en vain essayé de le réveiller. Il s'écoula peut-être 1 heure, puis il se mit à parler, en mots tellement décousus que j'arrivais à peine à les comprendre. Il dit « Forêt engloutie, dans la terre. Colosses qui se battent, se déchirent. Fuyez, fuyez. » Un peu plus tard, de nouveaux arbres remplaçaient les anciens. Empreinte de 3 mètres de large. Nous vivons dans une caverne froide, humide. Feu. Je notais tout ce qu'il disait dans la mesure où je comprenais ses marmonnements. Il semblait, c'est à peine croyable, rêver de l'ère des sauriens. Il évoquait d'énormes bêtes qui erraient à la surface de la terre, se battaient et se déchiquetaient, écrasant les forêts comme de l'herbe, chassant et dévorant les hommes, au haut des cavernes et des trous sous la surface de la terre. Mais l'effort qu'il faisait pour se retrouver si loin dans le passé soumettait Ambrose à une tension singulière. Quand enfin il reprit conscience, il frissonna. Il me fit signe d'arrêter l'électrophone, murmura quelque chose à propos de tissu musculaire en dégénérescence, mot curieusement associé à mes rêves, me souviens. Puis il annonça qu'il allait se reposer un peu avant de continuer ses expériences. Si seulement mon cousin avait pu être persuadé de se laisser soigner, il n'aurait pas connu le sort qui attend tout mortel lorsqu'il tente de franchir des frontières interdites de l'homme. Mais il prenait de haut toutes mes suggestions et me répondait que c'était lui le docteur, pas moi. J'objectais que, comme tous les docteurs, il prenait plus soin des autres que de lui-même, mais tout cela tombait dans l'oreille d'un sourd. Et pourtant je ne prévoyais guère alors ce qu'il allait arriver. Comment l'aurais-je pu ? Cependant, la vague allusion d'Ambrose à la dégénérescence des tissus musculaires aurait dû m'éclairer sur les terribles dangers qu'ils couraient en s'adonnant aux drogues, qui en avaient fait leur victime. Il se reposa pendant 1 semaine. Puis, il reprit le cours de ses expériences et bientôt, je recommençai à taper des notes, plus que jamais difficiles à déchiffrer. Son écriture était devenue presque illisible. En outre, j'avais souvent beaucoup de mal à deviner ce qu'il avait voulu dire. Il était maintenant remonté loin, très loin, dans le passé. Je me berçais d'une hypothèse à la réflexion très vraisemblable. Mon cousin était peut-être victime d'une sorte d'auto-hypnose. Loin de vivre réellement les souvenirs dont il faisait la chronique, il pouvait les extraire inconsciemment de certaines lectures, où il avait pu trouver les aspects les plus frappants de la vie des habitants des cavernes et des forêts. Mais je n'avais aucun moyen de vérifier. D'ailleurs, plusieurs faits dans ces récits insolites ne pouvaient pas découler de lecture. Je vis Ambrose de moins en moins, mais il fallait bien contacter chaque fois qu'il s'était dangereusement adonné aux drogues et à la malnutrition. Son état squelettique se compliquait de certains signes de dégénérescence des plus répugnants. Il avait tendance à baver sur ses aliments. Sa façon de se tenir à table devint si répugnante que Madame Reed s'en absenta plusieurs fois d'une façon très marquée. Mais comme il avait horreur de quitter son laboratoire, nous n'étions pas souvent plus de 3 au repas. Je ne me souviens plus exactement du moment où survinrent les transformations les plus dramatiques dans le modus vivendi d'Ambrose. Je crois que j'étais là depuis un peu plus de 2 mois. Quand j'y repense, il me semblait que c'est Rouquin, le chien, qui tira, si j'ose dire, la sonnette d'alarme. Il commença à faire preuve d'une agitation anormale. Alors que jusqu'ici il s'était conduit en chien remarquablement bien élevé, maintenant il lui arrivait souvent d'aboyer la nuit. Le jour, il geignait et se déplaçait de la longueur de sa chaîne entre la cour et la maison, avec tous les signes d'une vive inquiétude. Madame Reed disait « Ces chiens voient et entendent quelque chose qui ne lui plaît pas. » Peut-être était-ce vrai, mais je n'y prêtais pas grande attention. C'est à peu près à cette époque que mon cousin décida de ne plus quitter son laboratoire. Il donna des ordres pour ses repas, qui devaient être déposés sur un plateau devant sa porte. Je lui signifiai mon désaccord, mais il ne voulut ni ouvrir la porte, ni sortir. Très souvent, il attendait un bon moment avant de prendre le plateau,
Sa nourriture avait eu tout le temps de refroidir, et Madame Reed renonça peu à peu à lui servir des plats chauds. Le plateau attendait devant la porte, 1, 2, 3 heures même, et puis tout d'un coup il n'était plus là. Il ne reparaissait que plus tard, vide. Son alimentation subit, elle aussi, un changement. Jusque-là, il avait bu beaucoup de café. Maintenant, il en était dégoûté. Il retourna si vivement sa tasse intacte que Madame Reed ne se donna plus le mal de lui en préparer. Il paraissait préférer les nourritures de moins en moins compliquées, viande, pommes de terre, laitue, pain, et ne témoignait plus aucun goût pour les petits plats bien cuisinés. Quelquefois, il y avait des notes sur le plateau, mais de plus en plus rares et espacées. D'ailleurs, je n'arrivais même plus à déchiffrer cette écriture déchue. Il semblait avoir que la difficulté à tenir son crayon, ses lignes désordonnées étaient gribouillées dans tous les sens en grosses lettres. Il était tellement drogué que cela n'avait rien de surprenant. La musique qui coulait à flot du laboratoire devenait de plus en plus primitive, des chants polynésiens, d'indiens primitifs et autres folklores de même style. Il ne jouait plus autre chose. C'étaient des sons d'une inquiétante étrangeté. Ce qui était pénible, même si on avait trouvé ces disques intéressants à la première allusion, c'est qu'il les reprenait et les reprenait sans cesse. Cette musique persista affreusement monotone plus d'une semaine. Mais une nuit, le phonographe, après avoir donné des signes de fatigue, dut se détraquer car il s'arrêta tout à fait. Nous ne l'entendîmes plus jamais par la suite. C'est à peu près à cette époque que les notes cessèrent d'apparaître. Mais il y eut 2 faits nouveaux. Rouquin, le chien, éclatait en aboiements frénétiques la nuit, à intervalles réguliers, comme si un intrus avait pénétré dans la propriété. Je me levai 1 ou 2 fois et crus entrevoir un énorme animal d'une taille inquiétante qui disparaissait dans les bois, mais cela n'eut pas de suite. À peine étais-je sorti qu'il avait disparu. D'ailleurs, pour sauvage que soit ce canton du Vermont, ce n'est pas un pays fréquenté par les ours et on ne court pas le risque de rencontrer dans la forêt quelque chose de plus grand qu'un cerf. L'autre événement était plus inquiétant. Madame Reed s'en aperçut la première et me le signala. Une pénétrante odeur d'origine nettement animale, répugnante au dernier degré, semblait émaner du laboratoire. Mon cousin y aurait-il introduit cet animal en le faisant entrer par la porte de derrière, celle qui donnait sur les bois? C'était toujours une possibilité, mais à la vérité, je ne connaissais aucun animal qui pût dégager une si puissante puanteur fauve. Tous mes efforts pour interroger Ambrose à travers les portes restèrent vains. Les Reed menacèrent de partir, incapables d'assurer leur travail dans une telle pestilence, mais cela ne modifia en rien son attitude. 3 jours plus tard, les Reed déménageaient avec armes et bagages. Je restais seul pour m'occuper d'Ambrose et du chien. J'allais ressentir une telle secousse que l'enchaînement précis des événements n'était plus très clair dans ma mémoire. Je sais que j'étais décidé à tout prix à entrer en contact avec mon cousin, quoiqu'il ne tînt aucun compte de mes arguments. J'allégeais mes corvées dans la mesure du possible en lâchant le chien ce matin-là et en le laissant vagabonder. Je n'essayais même pas de supplier les Reed, je passais tout mon temps à rôder autour de la porte du laboratoire. J'avais renoncé depuis longtemps à voir de l'extérieur. Les fenêtres, longs rectangles situés juste au-dessus des toits, et l'imposte de la porte étaient aveuglés, de façon à interdire tout regard sur ce qui se passait à l'intérieur. Quoique mes plaidoyers et mes insinuations n'eussent pas d'effet sur Ambrose, je savais qu'au bout du compte il faudrait qu'il mange. Si je le privais de nourriture, il finirait bien par être obligé de sortir du laboratoire. Donc, pendant une journée, je ne mis pas d'aliments devant sa porte. Mais il n'apparut pas. J'attendis en vain, d'humeur très sombre, exposé à l'atmosphère vomitive de fauve qui, du laboratoire, avait gagné toute la maison. Je continuai à monter devant la porte une garde obstinée, luttant contre le sommeil, ce qui n'était pas difficile car, dans le calme de la nuit, je percevais des mouvements particulièrement inquiétants à l'intérieur du laboratoire, comme si quelque grande créature se traînait douloureusement. Ces bruits s'associaient à une sorte de miaulement guttural. On aurait dit qu'un animal muet s'efforçait de parler. Plusieurs fois j'appelais et souvent aussi j'essayais de pousser la porte du laboratoire, mais elle résista à tous mes efforts. Elle était non seulement fermée à clé, mais barrée par un objet pesant. Puisque, privé de toute nourriture, mon cousin ne se montrait pas, je décidai de m'attaquer le matin à la porte extérieure du laboratoire. Je trouverais bien un moyen de la forcer. J'étais maintenant horriblement inquiet.
Mais j'avais à peine pris cette décision que je me rendis compte de l'agitation frénétique du chien. Cette fois libéré de sa chaîne, il courut à toute vitesse le long de la maison, s'enfonça dans les bois, et très peu après, j'entendis des grognements et des grondements furieux. Il avait attaqué quelque chose. Oubliant un moment mon cousin, je gagnai la porte la plus proche, j'attrapai au passage une torche électrique et partis en courant en direction des bois. Mais ayant tourné l'angle de la maison, d'où l'on découvrait l'arrière du laboratoire, je constatai que la porte était restée ouverte. Je revins sur mes pas à toutes jambes. Tout était noir à l'intérieur. J'appelai mon cousin par son nom. Pas de réponse. Grâce à la torche, je trouvai le bouton de l'électricité et l'allumai. Ce que je découvris me pétrifia de stupeur. La dernière fois que j'étais entré dans le laboratoire, tout y était rangé dans un ordre minutieux et miroitait de propreté. Il était maintenant dans un état horrible. Non seulement tout le matériel expérimental était renversé et brisé, mais je vis répandus sur les instruments et le plancher des morceaux de nourriture à demi décomposés. On identifiait facilement ceux qui avaient passé par la cuisine. Mais il y avait aussi un amas affreux de nourriture crue, à moitié dévorée, des restes de lapins, d'écureuils, de moufettes, de marmottes et d'oiseaux. Sur tout cela régnait une puanteur abominable, à donner la nausée. On se serait cru dans la tanière d'un animal primitif. Les instruments éparpillés rappelaient notre civilisation, mais l'odeur et l'aspect de l'endroit témoignaient d'un niveau de vie très en dessous de l'humanité. Il n'y avait pas trace de mon cousin Ambrose. Je me souvins du gros animal que j'avais entrevu dans les bois, et une première pensée me vint à l'esprit. D'une façon ou d'une autre, la bête avait pénétré dans le laboratoire et s'était sauvée, poursuivie par le chien et emportant Ambrose. Agissant en conséquence, je me précipitai hors du laboratoire, vers cet endroit du bois, d'où me parvenaient toujours les sons gutturaux des deux animaux, en train de se battre à mort. Le combat venait de finir, quand j'arrivai à toutes jambes. Rouquin recula, pantelant, et ma lumière tomba sur ce qu'il avait tué. Je me demande encore comment j'eus la force de retourner à la maison, d'appeler les autorités et même de penser d'une façon cohérente plus de 5 minutes. Car pendant ce moment catastrophique, je compris tout ce qui était arrivé. Je sus contre quoi le chien avait aboyé si furieusement dans la nuit quand la chose était sortie en quête de nourriture. Je compris l'origine de cette affreuse puanteur animale, et je compris que ce qui était arrivé à mon cousin était inévitable. Car la chose qui gisait sous les crocs sanglants de Rouquin était une caricature infernale et sous-humaine, avec d'horribles malfaçons de la face et du corps, exhalant une odeur envahissante de charnier et de fauve. Autour de cette chose pendant en lambeaux la robe de chambre gris souris de mon cousin, et au poignet, je vis son bracelet montre. Par quelque loi inconnue et primitive de la nature, en revoyant sa mémoire jusqu'à cette ère préhumaine, dans le passé héréditaire de l'homme, Ambrose avait été pris au piège dans ce stade de l'évolution, et son corps avait rétrogradé au niveau de l'existence telle qu'elle était alors sur la Terre. Il avait été chercher, la nuit, de la nourriture dans les bois, affolant le chien déjà sur ses gardes, et c'est par ma main qu'Ambrose avait connu cette fin horrible. Oui, c'est moi qui ai ôté sa chaîne à Rouquin, et, par ma faute, Ambrose avait péri sous les crocs de son propre chien.